Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique, par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, aujourd'hui c'est Caroline Renaud que j'ai le grand plaisir de retrouver pour une interview dans laquelle elle va nous parler avec authenticité de son chemin et de la sensibilité qu'elle vit depuis qu'elle est petite. Entre le parcours de sa fille, un burn-out, et bien au milieu de tout ça, elle a découvert qu'elle aussi était concernée par le haut potentiel. Ça lui a donc permis de comprendre comment elle fonctionnait et de quoi elle avait besoin. Et Caroline nous partage aussi sa conscientisation de l'importance de sortir des rôles que nous nous imposons pour devenir, comme elle nous dit, une personne à part entière. Et j'ai trouvé ça très chouette comme façon d'aborder les choses. On retrouve Caroline tout de suite. Bonjour Caroline. Bonjour Nathalie. Je suis très contente de t'accueillir pour cet épisode itinéraire émotif talentueux et de pouvoir échanger avec toi. Entre autres parce que moi, j'aimerais te connaître un petit peu plus. On se connaît déjà, je connais une partie de ton histoire, mais pas tout. Et je trouve que c'est intéressant aussi pour les personnes qui nous écoutent de pouvoir remettre ton histoire, ton parcours en lumière avec effectivement la découverte de ta singularité, comment ça a été pour toi, etc. Alors, j'ai souvent une première question que j'ai envie de te poser dans Itinéraire émotif talentueux, c'est plutôt hypersensible, multipotentiel, haut potentiel. À quoi tu te réfères le plus facilement en ce qui te concerne? Merci en tout cas pour l'invitation, Nathalie. Je suis ravie d'être là. Alors en fait, ça évolue. À aujourd'hui, je me sens dans les trois. Ce qui est paru en premier pour moi, enfin, avec le recul, hein, bien évidemment, c'est l'hypersensibilité qu'on a pu me renvoyer dès toute petite, en fait. Trop émotif, trop ci, trop ça. Et là, je me reconnais bien dans les trois. Ok. Alors, tu nous dis hypersensibilité depuis que tu es toute petite. Ça s'est traduit comment, étant enfant, cette hypersensibilité où tu sais que moi, j'aime bien parler de haute sensibilité. Oui. Je trouve ça plus doux et plus juste. Ça s'est traduit par des émotions très, très fortes depuis petite. Une sensibilité. Je pleurais facilement. Je m'énervais aussi facilement. Voilà, c'est comme si à l'école déjà, quand j'arrivais dans une pièce où je voyais des gens, voilà, j'avais comme des capteurs, des radars qui se mettaient soit en alerte, soit où je me sentais bien et j'y allais avec une première phase toujours d'observation. J'avais besoin comme si je scannais un peu l'environnement. C'était principalement ça et un côté peut-être au niveau du corps, des choses très très fortes corporellement. Sur un de mes premiers souvenirs, alors est-ce que c'est vraiment en lien avec ça, je ne sais pas, mais c'est ce qui me vient, c'est que je n'ai jamais déjeuné le matin. C'est une anecdote que je raconte souvent. En fait, simplement, le matin, au réveil, mon corps ne pouvait rien absorber. Et alors, là, ça a commencé à être le premier sentiment de décalage, tu vois, parce qu'il faut manger le matin, c'est le repas le plus important et c'est pas normal, etc. Et moi, je savais juste que c'était pas possible pour moi, en fait. Ouais, ça me parle super fort et puis ça fait écho à ce que Natacha Azrak a partagé dans le congrès 2021. Donc elle va travailler toute la thématique de l'alimentation où elle dit la même chose. Pendant des années, elle a pas, elle petit déjeune déjà pas, mais il y avait des injonctions. Donc oui, ça parle effectivement.
Ah Ouais, il oui, quand je faut. l'ai vu, Ouais, cette hors la interview norme. m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai entendue parce que, et tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, quand je le dis, parce que je m'en sers d'anecdote, on me dit, ah bon, tu fais du jeûne intermittent? Ben non plus, en fait. Enfin, tu vois, Non. Ouais. Ouais, mais c'est dans tous ça. les cas, on te renvoie une espèce de truc bien ou mal, où il faut pas. Alors non, c'est juste comme ça, en fait. Oui, c'est vraiment cette fameuse conformité hein, dans laquelle, à laquelle plutôt une série de personnes s'accrochent. Et c'est ça qui est compliqué quand on est concerné par notre singularité. C'est un point de repère du monde extérieur. Et quand on est enfant, bah, on a besoin de points de repère. Et puis, bah, toi, tu ne rentres pas dans cette case-là. Moi, c'est ça que j'entends, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis, ouais, quand des choses qui se passent où tu as envie de te poser des questions, mais en fait, tu n'es qu'un enfant, donc tu ne poses pas ces questions, puis on t'a pas à savoir, en fait. Et du coup, bah, la question, elle reste quand même à l'intérieur, elle tourne en boucle. Mhm. Et donc, très tôt, bah, ça a été angoissant aussi pour moi, cette partie-là, en Ouais. fait. Mm. Est-ce que tu te rappelles d'une ou deux questions que tu te posais étant enfant? Je ne sais pas si tu as ce souvenir-là. Bah, une des premières questions, je dis, bah, c'est pourquoi on fait ça, ça n'a pas Mhm. de sens, en fait, ça sert à rien. Mhm. Oui, bah oui. Donc les parents qui nous écoutent, hein, quand vos enfants vous renvoient ça, voilà, exactement. Mhm. Mhm. Et qu'est-ce que tu recevais comme réponse? Enfin, donc ça, c'est ce qui tournait en boucle, mais est-ce que tu nommais ça parfois, toujours, tout le temps? Toute petite, je me rappelle pas. Une des premières questions réponses que j'ai pu avoir, c'est bah, ça ne te regarde pas en fait, c'est Bah une oui. histoire de grand. Mhm. Ou alors, ce qui revient le plus de mémoire, c'est bah c'est comme ça. Mhm. Bon, bah c'est comme ça. Ouais. Oh, que ça parle. Tu disais juste avant que il y avait tout le côté à la fois émotionnel qui était là, mais il y avait aussi les énervements. Euh, Est-ce que tu te souviens à quel moment il y avait effectivement cet énervement qui montait? Alors ça pouvait être face à un bruit qui me donc voilà un bruit qui arrivait et ça m'énervait ou les énervements qui arrivaient, c'est quand je n'étais pas crue, quand je verbalisais quelque chose ou je ressentais quelque chose et on me disait non, c'est rien, ou non, t'en fais trop, ou encore une fois, non, ça ne te regarde pas, ou n'importe quoi. Mm. Oh, et là, c'était un truc, ouais, et encore une fois, je l'extériorisais pas trop, c'était vraiment de l'énervement intérieur parce que en fonction des environnements, je voyais bien que le fait de l'extérioriser, bah, c'était pas OK ça augmentait en fait cette réaction en Mhm. face. Oui, ben, l'énervement, on peut l'associer à la frustration, frustration, colère. Et la colère, c'est vraiment ce sentiment, cette émotion pardon, qui parle du fait qu'un besoin n'est pas rencontré. Alors, soit il n'est pas rencontré parce qu'il n'a pas été entendu de l'autre côté, soit il n'est pas rencontré parce qu'on ne sait pas le rencontrer soi-même pour X ou X raisons. Donc, ça illustre bien Mm, cet mm, aspect-là des choses. Est-ce qu'il est arrivé que tu piques des crises de colère? Je parle de moi en même temps, hein, parce que ça fait écho. Moi, j'adore quand j'interviewe les personnes parce que ça me rappelle aussi des trucs auxquels je ne pense pas forcément tous les jours. Donc, J'ai pas le souvenir de grosses crises de colère. Euh, C'était plus à l'intérieur du coup. C'était plus à l'intérieur. bah, merci pour ce partage, parce que je trouve toujours touchant d'identifier ce qu'un enfant peut ressentir quand il a ce sentiment de décalage. Et puis, est-ce que toi, tu as des enfants? Oui, j'ai une fille de OK. 17 ans. Qu'est-ce que, à travers ton histoire de vie, justement, est-ce que ça a changé quelque chose ou qu'est-ce que ça a changé dans ton rôle de maman vis-à-vis de ta fille? Ah bah, ça a tout changé dans le sens où c'est grâce à elle que j'ai pu me découvrir. Alors, ma fille, en fait, dès petite, alors je vais pas dire qu'elle me ressemblait, hein, pas du tout, mais elle osait exprimer des choses que moi, je n'exprimais pas. Et on avait pareil toujours des retours, que ce soit du collège ou des amis, en disant, voilà, elle pose des questions. Bah, enfin, tu vois, c'était une relation d'adulte à adulte. Ouais. Même au sein du foyer, tu vois, tu avais l'impression que tu avais trois adultes et qu'elle essayait de se mettre à notre hauteur.
Et je me souviens quand elle était petite, enfin vers 6 ans, j'en avais parlé à mon mari. Je dis, il faudrait peut-être aller voir pour Emma, il se passe un truc. Et à ce moment-là, on avait pris la décision de ne pas le faire parce que méconnaissance du sujet, peur d'être stigmatisé, tous les préjugés qu'il y avait avec. Et donc, on est resté comme ça. Et puis, je me souviens toujours au collège, un des premiers conseils de classe où les profs me disaient, ah, bah, les profs se sentent jugés par Emma. Ou pas. Oups. Ok, alors de quoi on parle? Et en fait, Mhm. c'était simplement que quand un professeur faisait une erreur ou disait un truc qui, elle, ça n'avait pas de sens, le verbaliser, hein, tout simplement. Bah oui. Voilà, donc. Parce que j'imagine qu'elle pouvait le faire à la maison, ça, verbaliser. Ah oui, Et ben donc, ah elle a oui. continué à l'école. Mais pareil, exactement. Et puis à la maison, c'est vrai que c'est pas qu'on laissait faire, mais on questionnait ou on en riait même parfois parce que je trouvais ça, voilà. Et puis donc, je perds le fil. Et donc, un matin, en fait, elle était en 5e. Elle avait suivi une année difficile. Elle nous en avait pas parlé tout de suite avec du harcèlement. Et un jour, elle vient nous voir. Elle dit, écoutez, je crois que je suis pas normale, mais je crois que je suis surdouée. Oui, ben, vas-y. Donc, on l'a fait parler. Elle nous a dit qu'elle avait regardé plein de vidéos, etc., sur Internet. Hein. Ouais, ouais. Elle a dit, je vois bien, je me fais harceler, mais il y a vraiment un truc et je voudrais aller voir ça. Et donc, nous, à ce moment-là, on l'a accueillie, en fait, dans ce qu'elle ressentait. Alors, moi, entre-temps, l'anecdote, j'avais fait un burn-out, ça fait 10 ans maintenant. Et donc, moi-même, j'avais mis en cause voilà, un certain nombre de choses. J'étais sortie un peu d'une sorte de rigidité dans laquelle je m'étais enfermée. Et du coup, j'étais à ce moment-là en capacité d'être plus dans l'écoute, effectivement, de ce qu'elle ressentait. Et ça m'a aidée en me disant, non, si elle dit ça, c'est qu'elle le vit, en fait. Et moi, je n'ai pas à juger le fait que ce soit vrai ou pas. Ouais. Ah oui. Et donc, on l'a accompagnée là-dedans. Donc, le bilan a confirmé le haut potentiel. Et puis sans plus, en fait. Enfin, tu vois, après, c'est resté comme ça. Elle se satisfaisait de ça. Et puis, il y avait quand même des petites difficultés de communication avec certains adultes. Et ce qui est pas forcément lié au fonctionnement, oui et non, mais après au tempérament, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, hein, tu Non, vois, non, bien sûr. Bien dans sûr. tous les cas. Et puis, j'ai creusé et j'ai essayé de trouver des moyens simples d'en parler à certains adultes sans aborder en disant elle est surdouée, voilà comment ça se passe, en essayant plutôt d'être constructif en disant voilà, Emma, voilà comment elle fonctionne et dans cette situation, elle a plutôt besoin de ça et ça, comment on peut faire. Mhm. Oui, bon Et, plan, en fait. Mhm. ouais, et je ne saurais pas expliquer pourquoi j'ai fait ça, en fait, comment. C'est vraiment un ressenti, un ressenti. Et puis, au fil des lectures, je suis tombée sur le sujet des adultes. Euh, et quand j'ai vu ça avec les événements récents qui s'étaient passés dans sa vie, je me suis dit, ah. Moi aussi. Et pourtant, Dieu sait, alors j'étais encore assez pas dans les préjugés, mais enfin dans ce qui circule sur le sujet, et moi, intelligente jamais, en fait, ça se saurait. Mhm. Je ne peux pas être concernée du tout. Donc de là, j'ai lu un livre et je suis allée consulter une neuropsychologue géniale, une perle qui m'a accompagnée. Et pour une des premières fois, j'étais face à un professionnel qui ne me regardait pas avec des yeux énormes, euh, peu importe ce que je verbalisais, en fait. Ouais. Et ça Tu te a tout retrouvais changé. normal, entre guillemets. Enfin, voilà, il n'y avait pas cette loupe sur ta singularité qui faisait de toi quelqu'un en décalage. En tout cas, dans son regard, c'est ça que j'entends. C'est ça, dans son regard, tout à fait. Alors, je me sentais pas encore normale à cette époque. Je vois bien. Est-ce que tu te sens normal aujourd'hui? Moi, pas. Donc, Alors, je me sens normale dans ma normalité. oui, voilà, voilà. Ça me va bien aussi. Et donc, Mais donc, en fait, ça a changé à ce moment-là. mais c'est chouette. Enfin, et ça remet à nouveau sur le chemin l'importance de pouvoir être regardé tel que nous sommes sans être jugé, peu importe notre manière de fonctionnement. J'aime bien remettre ça en lumière parce que pour les personnes qui nous écoutent et qui se font accompagner, ça me paraît pour pouvoir créer l'alliance thérapeutique quelque chose d'essentiel.
voilà, j'ai fait ce petit détour-là. Euh, et en même temps, Caroline, ce que je trouve intéressant, c'est dans ta découverte également, c'est tu connaissais le sujet, puisque à 6 ans, tu avais déjà mis ces mots-là et que vous avez fait le choix avec ton mari de ne pas faire tester ta fille, et pour des raisons tout à fait louables. Euh, et puis ta fille, j'entends aussi qu'elle a été chercher des vidéos. D'où c'est venu cette notion? Est-ce que vous en aviez parlé avec elle de cette possibilité qu'elle soit concernée? Pas C'est du fou quand même, hein, parce que comment elle est tombée là-dessus? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas si elle vous en a parlé, si c'est OK d'en parler ici, mais Alors, on n'en a pas parlé plus que ça. Après coup, je pense qu'en fait, l'histoire familiale a fait que, entre ce qui m'est arrivé, mon mari aussi a eu des problèmes de santé et on a mis en place, enfin, on a mis en place, on a travaillé sur notre communication et on s'est autorisé, tu vois, là, je suis un peu émue Mhm. quand j'en parle, on s'est autorisé à verbaliser nos ressentis. Et moi, comme c'est l'époque où où j'avais fait mon burn-out, je lui avais expliqué aussi ce qui se passait et j'avais pris des images. J'aime beaucoup la métaphore, moi. Mhm. Je dis, bah, tu vois, la maman, c'est comme une pile, enfin, comme ton téléphone. Enfin, elle n'avait pas de téléphone à l'époque, mais elle voyait ce que c'était. Au début, tu le charges pas beaucoup, il tient 3 jours. Après, tu le recharges, il tient moins longtemps. Puis un jour, si tu ne laisses pas brancher, il ne fonctionne Mhm. plus. Mhm. Et en fait, tout ça pour dire que au sein de la maison, on a appris à communiquer, à se sentir libre de dire ce qu'on se ressentait et en se mettant des autorisations et des protections. Alors là, je fais le lien parce que avec la formation de coaching, à l'époque, je voyais pas ça comme ça, mais Mhm. on s'est dit, il faut qu'on se dise enfin, il faut, j'aime pas trop il faut, mais c'est important qu'on se dise les choses, même si sur la forme, des fois, c'est pas la meilleure forme qui existe. C'est pas grave, ça peut se rattraper, mais sur le Mhm. fond, il faut vraiment qu'on se dise. Mhm. Mhm. Et après coup, je me dis, c'est que peut-être elle s'est sentie autorisée à faire des recherches ou à faire ce qui était important pour elle parce qu'elle nous voyait fonctionner comme ça tous. Ouais. Ouais, ouais. Oui, parce qu'elle avait quoi? Elle avait 10 11 ans? Quelque chose comme ça à l'époque? Oui, c'est ça. C'est ça, hein, ok. Ah, je trouve ça. Alors en même temps, ça fait partie de la façon dont les jeunes fonctionnent, mais arriver à identifier quand tu es dans de la souffrance, parce que quand tu vis du harcèlement, j'en ai vécu, ça me touche parce que moi, on parlait pas de ça à l'époque, Mm. mais j'ai vécu du harcèlement à l'école quand j'étais adolescente, à peu près à son âge aussi, donc ça vient me chercher. À l'époque, il n'y avait évidemment pas Internet, mais il y a eu ce réflexe chez elle d'aller chercher et d'en arriver à une conclusion malgré le fait qu'elle était dans quelque chose de difficile. Donc, ça montre de jolies ressources chez elle. Ouais, et puis bah, sa capacité des toutes petites à se poser des questions en fait. Ah, Hein. ouais, Je ah, pense ouais. que et du coup, c'est vrai que nous à l'époque, on avait, enfin moi j'avais pas Internet, elle l'a, donc elle se pose des questions et finalement, bah, elle va chercher les réponses toute seule en autonomie parce qu'elle en a besoin. Oui, c'est ça. C'est l'autorisation d'aller chercher, enfin, de se poser des questions, mais d'aller chercher les réponses, surtout, C'est ça. qui est interpellant, hein, qui est tellement juste et important. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Merci pour ce partage. Euh, j'ai envie de revenir sur, parce qu'il y a ce moment aussi, hein, c'est intéressant parce que très souvent, en tout cas dans mon expérience, je dirais que 80% des personnes qui se découvrent dans leur singularité le découvrent à la fois, enfin, soit à travers un enfant ou les enfants, ou à travers le burn-out. Moi, j'ai l'impression que les deux sont arrivés en même temps chez toi. Il y a eu cette conjonction d'événements dans ta vie qui fait que ben, c'est arrivé. Tu as découvert, tu as mis le doigt sur le poteau rose. Ouais, alors en fait, en termes de temporalité, le burn-out, c'était 2013, donc il y a 10 ans, et mon fonctionnement, c'était 2020, OK. 7 ans après. Euh, Toute la partie burn-out, ça m'a été extrêmement, on va dire, précieux. Alors, très clairement inconfortable, soyons clairs, Je valide, j'en ai fait un à 33 ans, donc oui, je vois. avec une période d'hospitalisation même, hein, parce que j'étais vraiment, j'avais pas su lâcher suffisamment tôt, on va dire. Et donc là, cette première phase, ça a été vraiment la découverte de moi, mais en tant que, ça peut être dur à entendre, hein, en tant que personne à part entière. Mhm. Tu vois, toute une partie de ma vie, j'ai été
une fille, une tante, une sœur, une collègue. J'ai fait de la gymnastique pendant des années. Donc, j'ai été gym, j'étais entraîneur. Enfin, voilà. J'étais des rôles. Hmm. L'image qui me vient, c'est une infirmière qui m'en avait parlé un matin. Elle me dit: alors, Madame Renaud, ça roule? Euh, donc là, bien sûr, je dis: bah, ça roule, j'ai grossi. Enfin, c'est quoi? Je suis une Ouais, boule. ouais. Et elle me dit: non, non, par rapport à la voiture, ça roule. Et à ce moment-là, j'ai conscientisé finalement, oui, que je n'avais été qu'un véhicule quelque part, Hmm. toute une partie de ma vie. Et sans jugement, enfin, c'était comme ça, hein, je veux dire. Ouais, ouais. Et à cette époque-là, je dis: en fait, non, tu n'es pas qu'un véhicule, tu es aussi une personne à part entière. Et donc, ça m'a pris, ça a été un peu, toi, pour moi, c'est un peu une renaissance, en fait, une naissance en tant que personne. Et toute cette phase-là, j'ai aussi été suivie et jamais mon fonctionnement n'a été évoqué à ce moment-là par personne. Jamais. Et peut-être que c'était après coup, alors après on se rassure peut-être comme on peut, hein, mais je me dis c'était pas le moment, ça faisait trop Hmm. déjà. Et donc après, quand Emma est arrivée 3 ans après avec ça, euh, là ça a été la deuxième phase et je pense qu'à ce moment-là, j'étais peut-être prête à vivre ça. Ouais. Oui, mais tu mets bien en avance dans la temporalité cet aspect. Bah, il y a un moment pour tout, hein. Je trouve ça fort ce que tu as partagé, hein, de découvrir que tu es une personne à part entière. Ouais. Et j'ai le sentiment qu'effectivement, rajouter en plus une singularité, c'était peut-être trop tôt. Ah ouais, je pense que ça aurait fait. Ça aurait fait beaucoup, hein, Déjà là, style c'était. j'explose en vol. C'est ça. Un petit coup de plus, c'est beaucoup. Ouais, ouais, mais, Ouais. ouais. Ah oui, surtout quand on traverse des moments comme ça, on se sent pas déjà ni solide, ni fort, enfin, ni rien du tout. Enfin, c'était ma perception de l'époque. Bien sûr, bien sûr. Donc, on me l'aurait dit à ce moment-là. En plus, je pense que je l'aurais pas pris, hein. Tu l'aurais pas entendu. Ça Ouais, serait passé au-dessus de ta tête. ouais, Et comme complètement. pour beaucoup de personnes qui nous écoutent d'ailleurs, hein, moi je sais qu'on me l'a dit plein de fois. Parce qu'on me l'a dit après, je me rappelle même plus et j'ai Ouais, confiance en les personnes qui m'ont dit, mais Nat, on t'a dit à ce moment-là, je ne me rappelle pas du tout. Mais je sais que c'est vrai, puisque ces ouais. personnes-là, je les crois. Tu vois, je n'étais pas prête, ce n'était pas le moment. Mm. Et ce que j'entends, en tout cas, c'est dans cette deuxième phase, il y a eu ta fille, mais d'abord centré sur ta fille pour pouvoir l'accompagner. Et petit à petit, les choses se sont mises en place et il y a eu comme une intégration. Bah, peut-être bien moi aussi, en fait. C'est ça que j'entends. Comme ça que tu as vécu les choses. Ah oui, complètement. Mm, mm. Euh, quand donc, tu nous as expliqué, hein, que tu as été accompagnée par une neuropsy. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ou pas d'avoir identifié que tu étais concernée? Ah bah ça a tout changé en fait. Mm. Ça a tout changé et, j'en avais verbalisé, hein, mais je me suis dit: ah mais je suis pas folle. Ouais. Enfin, je suis pas que folle. Oui, oui, oui. Il y a voilà, ça a donné des clés de compréhension, des explications. Parfois, surtout au début, là, de moins en moins, mais c'est pareil, hein, je suis en phase d'intégration, il y a encore plein de choses. Parfois des excuses aussi. Ça a tout changé. Euh, et, et, et en même temps que j'ai vu cette neuropsy, et je me rappellerai toujours, on avait déjà échangé, mais on était un 8 mai et pendant le confinement, et cette neuropsy m'envoie un lien. On me dit: ah bah tiens, je pense que ça peut vous intéresser, regardez. Donc c'était le congrès de l'EFT de 2020. Mhm. Et la Oui, oui. conférence qu'elle me proposait, c'était une conférence de Nathalie Alstine Ah, c'est rigolo ça. sur l'EFT. Et donc, je dis: bah, super, je regarde. Donc, l'EFT, ça m'a paru un peu perché pour moi à l'époque, tu vois, j'ai Oui, pas. je comprends tout à fait. Par contre, j'ai connecté avec toi à l'occasion de cette conférence. Et quelques jours après, tu proposais le défi 2020. Oui, je me rappelle, des frissons, c'était effectivement à la fin du Ouais. confinement. Ouais. Et là, ça a été le switch parce que je venais de me découvrir. Elle m'envoie cette conférence. Là, il y a le défi, je l'écoute. J'étais allumée comme un sapin de Noël. Enfin, Mm. voilà. Et après, j'ai fait un programme. Et ben là, ça a tout changé dans le sens, je dis: OK,
Donc, tu n'es pas folle. Donc, il y a des choses difficiles. Qu'est-ce qui te concerne? Comment tu le vis? Et de là, j'ai commencé à regarder de plus près ce que ça voulait dire pour moi, en fait. Et puis, il y a eu aussi, bien sûr, toute une phase de colère, de frustration, de dire, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est pas possible. Oui, alors parfois, certains pros réassocient cette phase que moi j'appelle de révolution-révélation, hein, parce que révolution, parce que ça nous oblige à lâcher tous nos points de repère. Alors, c'est bien, mais c'est inconfortable. Ça peut être intense. Et puis, révélation, parce que ça ouvre des tas de possibilités. Et c'est une période dans laquelle il y a pour moi un vrai processus de deuil à faire, de ce à quoi on s'est accroché, on n'est pas encore tout à fait au clair avec le futur. C'est intense pour beaucoup de personnes. Je ne sais pas jusqu'où ça a été intense pour toi ou pas, mais… Oh très intense, comme toujours. Alors, en plus, très intense chez nous, c'est vraiment très intense. C'est voilà. ça, très intense. Et pour être honnête, le deuil, ça me parle. Après, c'est un mot qui me… Voilà, j'ai 2-3 trucs à régler par rapport à ça. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est moins présent. Mais, et après tout, je me dis, plus de 40 ans dans un certain schéma, là, j'ai des clés de compréhension, j'apprends vite, j'intègre des choses. Mais on ne peut pas tout révolutionner. Donc, cette période de deuil, elle est encore présente pour moi. Elle ne prend pas toujours la même forme et la même intensité, mais je suis encore en chemin par rapport à ça. Merci de partager ça parce que j'entends régulièrement des personnes, et perso, je suis passée par là. Il y a une espèce chez certaines personnes, pas chez tout le monde, mais chez moi, ça a été le cas quand j'ai découvert mon potentiel. C'est une espèce de toute puissance là qui arrive, tout est possible, etc. D'ailleurs, j'ai vu chez certaines personnes des choses que j'ai dit, oh là là, un jour, une personne qui est arrivée en accompagnement, quand elle a identifié qu'elle était concernée par le haut potentiel et qu'elle a reçu un QI, parce qu'elle a fait son bilan qui était assez élevé, donc très haut potentiel. Elle a lâché son job de 20 ans en disant qu'elle était capable de lancer son activité d'indépendant. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Je t'apprends rien. Moi, je passais par des trucs, je rigole aujourd'hui, j'en parle dans d'autres épisodes d'ailleurs, mais je me marre parce que je trouve ça drôle. Mais à l'époque, je ne me rendais pas compte, évidemment, quoi, des mécanismes que j'ai pu mettre en place. Et c'est chouette parce qu'en même temps, ça redonne du dynamisme. Mais notre histoire de vie, elle est toujours là. Elle est toujours là et je pense que ça, c'est important de conscientiser ça et de pouvoir continuer le chemin avec cette histoire et puis ce qu'on a envie de faire de cette histoire et comment on peut guérir certaines parties de soi. Et le processus de guérison, c'est un processus de guérison à vie, sans vouloir être dans le truc dramatique, hein, c'est pas ça. C'est à se développer, être qui on est, être authentique, oser. Hein, je reprends mon cycle de développement des 5 graines, mais la graine de courage qui nous permet d'exprimer, graine de folie qui nous permet d'être nous et d'oser dans le monde. Et c'est vraiment le travail de toute une vie. Et il y a des boutons, comme j'aime bien dire, sur lesquels on appuie et pouf, ça fait encore mal. Voilà, donc la découverte de sa singularité, du haut potentiel, de l'hypersensibilité ou quoi que ce soit, d'ailleurs, ne résout pas tout. Et je trouve que c'est important de le dire. C'est un aspect ultra important, essentiel. Pour moi, ça a été vital. Il y a vraiment eu quelque chose qui a switché à ce moment-là. Mais je rappelle toujours aux gens, j'avais 25 ans de thérapie dans les jambes avant. Et ça, évidemment, il y a un socle qui s'est construit. Et si ce socle n'est pas encore construit, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais je trouve intéressant de le construire sur base de qui on est vraiment. De se revoir comme tu le disais si bien. Moi, ça me touche cette phrase que tu as dite, c'est se voir comme une personne à part entière, y compris dans sa singularité, quand on peut commencer à l'accueillir. Donc voilà, j'ai pris un peu de place pour préciser ça pour les personnes qui nous écoutent. Je ne sais pas si tu as envie de rebondir par rapport à ça. Oui, ça me parle. Et puis là, ce qui me permet, c'est vraiment construire mes propres repères. Parce que par rapport à toute cette vie antérieure, un peu comme je l'appelle, même si elle fait toujours partie de moi,
Tu vois, tu parlais de personnes qui explosent, qui font des choses. Moi, j'ai quand même encore ce fond de se dire, mais non, tu ne fais rien d'extraordinaire, tu ne fais rien. Et du coup, et c'est souvent l'entourage qui me le renvoie maintenant, et j'ai fait aussi un peu de tri dans mon entourage, volontairement ou involontairement. J'essaye d'éviter les personnes qui me tirent vers le bas parce qu'en fait, je suis super bonne là-dedans. Je suis super capable de me tirer vers le bas toute seule. J'ai surtout pas besoin d'aide. Donc voilà, je préfère m'appuyer sur d'autres personnes. Et en fait, en termes de repères, bah, aujourd'hui, systématiquement, je note ce que je fais pour qu'après coup, je me dise non, tu n'as pas rien fait. Oui, tu as évolué. Oui, à ton rythme. Ça, c'est important pour toi. Ça, tu l'as pas fait, mais c'était pas important pour toi. Donc, c'est pas que c'est pas rien. C'est pas important pour toi. En fait, c'est quoi l'extraordinaire pour soi? C'est quoi son avancement à soi? Et quels repères nous permettent d'avancer en fait c'est vraiment pour moi important cette notion de construire mes propres repères, même s'ils bougent. Hein. Bien sûr, c'est important. C'est important Ouais, dans nos multifacettes d'identifier que les repères peuvent changer. Je trouve ça tellement essentiel. Et de exactement. s'autoriser, hein, c'est un mot que tu as utilisé tout à l'heure, mais je le reprends parce que c'est protégeant. Même chose si je reprends la notion que tu as mise en avant. Quoi. Ouais, ouais. Voilà, j'ai perdu le fil, mais On était repères. Oui, moi aussi, mais ça, c'est un grand classique. Pop-up. Donc, C'est attends, normal. j'essaye de refermer. Oui, tout à fait. J'essaye de refermer une série de pop-up. Ça va en vite, qu'on arrive tout doucement au bout de cet échange. Il y aurait encore tellement à dire. C'est vraiment tellement chouette de pouvoir échanger et d'accueillir l'histoire de chacun, chacune. Moi, j'ai envie de prendre un petit peu de temps encore sur ton parcours professionnel. Qu'est-ce que tu aurais envie d'en dire? Est-ce qu'il a été linéaire? Est-ce qu'il a été en dents de scie? Qu'est-ce que tu en dirais de ce parcours? Le parcours, il a été. J'ai travaillé principalement dans le juridique et puis dans la banque. J'ai toujours aimé les métiers que j'ai faits sur le fond. Je m'éclatais. Il a été inconfortable parce que je passais une phase de 6 mois où j'apprenais, où j'étais contente, et tout ça, machin. Le plus compliqué pour moi dans le parcours a été, je vais dire ça comme ça, une sorte de positionnement. C'est-à-dire que les dernières années, j'ai été dans une entreprise, voilà, très grosse entreprise avec une organisation hiérarchique pyramidale. Chacun a sa place, chacun fait ce qu'il a à faire, etc. Et il y a toujours un moment où je me suis confrontée au cadre en termes de positionnement, mais ça, je le fais, pourquoi je ne peux pas le faire? Ça, je connais, pourquoi je ne peux pas le dire? Et ça a été très confrontant pour moi. Et des moments charnières aussi, c'est que j'étais sur un poste où en fait, on gérait des dossiers clients, mais de A à Z. Du contact client, du contact avocat, de la facturation, on faisait tout. Donc moi, je m'éclatais. Enfin, Oui, c'est bref, ça. c'était génial. Oui, Enfin, oui, tout à fait. j'avais une vision globale. Pour moi, c'était super. Et puis à un moment donné, l'entreprise décide de segmenter les tâches. Ouais. Oui, parce que votre valeur ajoutée, c'est pas de créer une facture et de payer une facture à l'avocat. Ouais, ok. Donc en fait, on a morcelé un peu le travail sous couvert, et c'est pas péjoratif, hein, de nous recentrer sur le cœur de métier, c'est l'expression à la mode. Très bien, pour moi, ça n'avait aucun sens, puisque les tâches ont été dispersées sur différentes équipes et on s'est retrouvé à un moment avec des personnes. Alors moi, j'étais frustrée au total parce que je voyais qu'un bout de tout le dossier, Ouais, ça n'allait ouais, pas non, du non, tout. non, non. Et on perd le sens parce que plusieurs personnes vont intervenir sur un process, mais chacun ne va pas savoir, pas tant ce qu'il fait, mais pourquoi il le fait, qu'est-ce qui se passe Il s'il n'y a ne plus le de fait lien. pas. Il n'y a plus de lien. Mais c'était une aberration totale. Et là, j'étais en difficulté, je ne comprenais pas. Et puis avec le fameux, alors, le syndrome de Cassandre, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, le terme, mais je l'ai vécu au quotidien. Au moment Redis-nous où ce que c'est que le syndrome de Cassandre, c'est quoi? eh ben, en fait, pour moi, c'est quand on te dit quelque chose où il y a un truc qui se passe et tu sais les conséquences qui vont en découler.
Et donc, tu le dis, bah non, il ne faut pas faire ça parce que si on fait ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on va arriver à ça. Et là, on me regarde. Non, mais Caroline, de toute façon, elle en fait toujours trop, elle n'est jamais contente, etc., etc. Et c'était insupportable. Et 5 ans après que cette décision a été prise, il y a des gens qui me connaissaient qui sont venus me voir et disent, ah Caroline, tu ne sais pas ce qui se passe en ayant fait ça, bah, du coup, plus personne, c'est ci, c'est ça. Et moi, je dis, non, mais attendez, moi, j'ai dit, il y a 5 ans, quoi. C'était évident, sauf que c'était évident pour moi. Oui, mais oui, je vois bien. Les Et, trucs que tu dis, et puis effectivement, 2, 3, 4, 5, 10 ans plus tard, il y a quelqu'un qui ressort avec ta solution. Et tu vois, c'est sympa. Moi, je te l'ai dit avant, quoi. Hein. et à l'époque, je ne connaissais pas du tout ça. Donc, c'était, là encore, je me disais, bah, ok, bah, je suis débile. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un truc qui ne va pas. Ou alors, ils le font ça pour m'embêter. Moi, j'étais rentrée là-dedans. Il n'y avait pas 50 solutions. Quand c'était évident pour moi et pour personne d'autre, Ouais. c'était soit ils font exprès, soit ils sont. Voilà, j'ai pu être assez Oserions-nous maltraitante. le dire? Voilà. Et j'ai pu être maltraitante aussi par cette ignorance Ouais. de mon fonctionnement et du Ouais. fonctionnement. Oui, c'est important de pouvoir ramener ça aussi, parce que moi, je suis assez sensible à justement à cette maltraitance. On ne peut pas demander à une série de personnes d'avoir le même mode de fonctionnement que le nôtre. Moi, je n'ai pas été consciente de ça du tout pendant des années. Et ça a été quelque chose de douloureux quand j'ai découvert mon potentiel. C'est combien j'avais pu être maltraitante en disant certaines choses à des personnes qui pour moi étaient évidentes, puisque je ne me mettais absolument pas sur un piédestal et que si je savais faire, les autres savaient faire. Je peux aujourd'hui observer mes capacités. J'ai dit non, tout le monde ne les a pas forcément. Ça ne donne absolument pas, ça ne dit pas de moi que je suis quelqu'un de supérieur et je ne veux absolument pas ça. Mais la bienveillance, c'est aussi, ou la non-maltraitance, c'est d'accueillir la personne dans qui elle est et dans cette complémentarité, justement. Ouais. C'est tellement important. Il faut aussi des personnes qui, dans des projets, vont exécuter, etc. Et je trouve que je développe un peu, mais je trouve intéressant pour les personnes qui nous écoutent d'aller de pointer ça. Ça pourrait pratiquement faire l'objet d'un épisode à lui tout seul. Mais souvent, j'entends pourquoi c'est toujours à nous de nous adapter. Alors moi, je ne suis pas sûre que ce soit toujours à nous de nous adapter. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut être tout simplement logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'autre d'aller à notre vitesse, par exemple. Moi, je sais que je suis Speedy Gonzalez et que souvent, je me suis retournée en me disant « Merde, ils ne me suivent pas. » Et j'ai souvent dit aux gens « Si je vais trop vite, tu me dis. » Et je le répète souvent. Okay, aujourd'hui, je travaille avec une équipe qui va vite aussi, donc c'est simple, mais ça n'a vraiment pas toujours été le cas. Mais je ne peux pas demander à quelqu'un d'aller aussi vite que moi. C'est bien à moi de ralentir. Après, qu'est-ce que je fais pour compenser ça? Comment j'apprends moi à ralentir, à me poser, etc. Je pense qu'on ne peut pas aller dans la graine d'humanité si on ne prend pas conscience de ça. Il ne peut pas y avoir de bienveillance si on ne prend pas notre responsabilité face à l'autre aussi. L'autre n'y peut absolument rien. Je ne sais pas ce que tu as Complètement. envie de dire par rapport à ça. Ouais, c'est complètement ça. Et puis aussi l'effet, le pendant de ça, euh, c'est que parfois aussi, ben, moi j'étais la seule à pas comprendre, Mhm. où tout le monde Mhm. comprenait, et pour moi, je dis, ben, non. Mhm. Donc Ouais. en fait, c'est ça, c'est des décalages des deux côtés. Et du coup, je me suis jamais sentie mieux ou plus intelligente qu'eux, parce que soit je voyais des choses que les autres voyaient pas, et donc je me Ouais. disais, bah, du coup, tu dysfonctionnes. Soit je comprenais pas ce que les autres comprenaient, et du coup, je dysfonctionnais aussi, dans tous les Ouais. cas. Ouais. Donc pour moi, c'est ça, ce qui a changé, c'est de me connaître, et du coup, de dire, ah, ok, donc comment je peux faire? Et j'ai quitté mon emploi il y a 1 an et demi maintenant, et je suis contente de l'avoir fait à ce moment-là, parce que si je l'avais fait avant, je serais retombée dans les mêmes travers, parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et donc, moi, le message, c'est ça. Enfin, aujourd'hui, mon credo, c'est soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, c'est Oscar Wilde, hein, c'est pas Caroline Mhm. Renaud.
Ils ne connaissent pas. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment se connaître pour bien fonctionner avec soi et avec les autres aussi. Euh, Tellement. c'est vrai, ouais. Ouais. C'est fondamental. Ouais, oui, ça pourrait encore être un autre épisode, mais Ah bah, je vais boucler ici avec... oui, parce que toi, maintenant, tu es dans l'accompagnement, hein, tu t'es formé au coaching. On a ouais, échangé sur ça récemment. Je me suis rendu compte que tu t'es formé dans l'école où moi, j'ai été formée aussi il y a longtemps, 17 ans maintenant, 18, je ne sais plus, c'est assez longtemps, et dans laquelle je suis intervenue pendant des années. Donc, je mm, n'avais pas réalisé ça, je viens de le réaliser, donc c'est chouette. Euh, mais tu vois, je suis encore dans mes pop-up. Je voulais clôturer. Je suis partie dans l'émotion parce que je me dis, ah, on a fait la même école, tu vois. Et puis, pouf, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je sais que je voulais clôturer cet oui, épisode. Oui, si, ça y est. Je reviens à ce que tu mets en avant. J'ai juste envie de le remettre en phase avec le cycle de développement du potentiel donc, et les 5 graines. Tu parles énormément et c'est vraiment important d'apprendre à se connaître. Hein, donc la graine de connaissance qui nous permet de, alors, non seulement de nous connaître dans un premier temps techniquement, parce que je pense que ça fait partie du passage, alors techniquement sur les caractéristiques, etc., mais après, d'aller chercher à l'intérieur, hein, et tu nous en as fait un très, très beau témoignage en identifiant ce qui t'avait parlé, ce qui avait été simple, moins simple, les observations, graines de sagesse aussi, hein, observer ce que ça faisait en entreprise. Et puis moi, je vois pas mal de liens aussi entre ce que tu nous as partagé de la petite fille et puis ce qui s'est passé plus tard dans tes différents jobs. Voilà, il y a des ponts et c'est comme ça qu'on fonctionne très souvent. Hein, ce qui s'est inscrit dans l'enfance, on le ramène jusqu'à ce qu'on puisse le travailler, on le ramène dans la vie, soit perso, soit pro. Euh, Graine de courage aussi, hein, d'oser exprimer les choses. Tu nous en as parlé dans la famille. Il y a vraiment cette graine de courage. Et puis, tout ce chemin sur le grain de folie, dans le sens où j'ose être moi-même. Je le renomme parce que moi, c'est vraiment une phrase qui me touche très, très fort. Hein. Je suis une personne à part entière. Et tout ce qui en a découlé, est-ce que ça t'a permis d'oser, même si on est tous en chemin par rapport à ça, et tout ça au service et je trouve que tu l'incarnes bien dans ce qu'on vient de partager, au service de cette graine d'humanité, parce qu'une fois de plus, tant qu'on on n'a pas cultivé notre propre jardin, on ne peut pas être dans une relation juste et dans une vraie humanité vis-à-vis de l'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel de repointer cet aspect-là des choses. Donc, merci pour ces éléments, ces échanges, cet échange qui permet d'illustrer cet aspect-là des choses, ce point qui m'est vraiment cher, parce que cette humanité, elle fait partie de mes valeurs essentielles. Donc voilà. Euh, Merci Caroline. S'il y a quelque chose que tu auras envie d'adresser aux personnes qui nous écoutent avant qu'on puisse terminer cette interview? Euh, moi, ce que je voudrais dire, c'est vraiment ça, c'est autorisez-vous à écoutez-vous, enfin observez-vous, écoutez-vous, même si c'est pas toujours confortable. Euh, mais voilà, reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien, autorisez-vous. Moi, tu vois, il y a quelque chose que je refais depuis 3 ans que je faisais plus, c'est de la balançoire. J'adore faire de la balançoire avec la musique à fond. Et la plupart du temps, on me renvoyait quoi à ton âge? Ben oui, parce Une qu'en fait, folie! voilà. Mais moi, c'est l'humour m'a sauvé la vie. Enfin, Ouais. honnête, textuellement, l'humour m'a sauvé la vie. Et c'est quelque chose que j'avais profondément en moi. Donc, il venait systématiquement de manière plus ou moins cynique, d'ailleurs, en fonction des, des moments. Mais ouais, l'humour, c'est vraiment quelque chose qui est en moi et qui m'a aidée. Et, et j'aime beaucoup mon humour. C'est chouette. Oui, mais j'adore entendre ça. Enfin, Et ça fait écho aussi. Dans plein de situations, l'humour a désamorcé pas mal de choses et ça permet de remonter nos vibrations. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends. ouais, ouais. Donc voilà, faites ce que vous aimez. Et puis Tellement tant qu'à important. être jugé, autant être jugé pour ce qu'on est finalement que pour ce qu'on n'est pas, parce que ça demande beaucoup moins d'énergie, en fait.
Oh que oui. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Merci Nathalie. Dans cette interview, on a parlé de développement du potentiel et si vous souhaitez découvrir mon approche à travers le cycle des 5 graines et tester où vous en êtes ainsi que de recevoir des pistes, eh bien, il vous suffit de vous connecter à www.emotifs, donc au pluriel, talentueux.com/graines au pluriel également. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés. À bientôt!